Du coup, Shadi, super projet. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait là-dedans. En fait, je vais déjà remercier Camille Herbin de Global Movie qui est venu nous suivre pendant ce shooting. C'était assez dingue. En fait, il y a eu la crise de Covid qu'on connaît tous en ce moment. Et on s'était dit, tiens, est-ce qu'on reste un peu en attente, en stand-by par rapport à ce qui se passe, parce qu'on était énormément actifs dans le secteur de la culture. Il faut savoir que ça fait 10 ans qu'on s'est battu pour être présent dans le secteur de la culture et de vivre de ce secteur-là. Étant à l'arrêt, on s'est un petit peu ramassé une claque. Gentiment. Donc, on a décidé d'investir dans un live, dans un multicam live avec toutes des possibilités techniques qui évoluent un petit peu en fonction des besoins. Et c'est un petit peu ce qui nous amène aussi à venir donner un petit coup de main aujourd'hui parce qu'on avait envie de faire plaisir et de participer à ces aventures avec Sam. Et en fait, le Belgian National Orchestra nous a appelé avec une réflexion sur le Covid qui est d'ailleurs très intéressante venant du client, qui était dans une demande de faire autre chose que de remplacer du présentiel. La volonté de faire une autre écriture, de faire un autre travail, de chercher à communier des savoir-faire différents. Et en l'occurrence, dans ce projet-ci, ce qu'il y avait, c'était un artiste illustrateur qui avait sa capacité à accompagner un groupe de musique avec son dessin et son trait. Et il fallait essayer de faire quelque chose d'un peu plus original avec une scène qui était prévue en présentiel. Et donc, secrètement, il ne le sait pas très très bien ça, mais en fait je réfléchissais déjà à proposer cette typologie d'écriture stéréoscopique avec du binaural chez eux, et donc on y va vraiment progressivement. D'ailleurs Isabelle, si jamais tu nous entends, en fait c'était la petite surprise que je t'ai dit, un jour on en discutera. Voilà, donc c'est en fait cette capacité à s'adapter et d'avoir envie de travailler avec nos clients sur des demandes un peu plus originales que simplement concevoir une vidéo. Et donc là, on a vu le trailer de ce qui se passait derrière, la volonté de mettre ces caméras de disposition. Mais travailler avec un orchestre, c'est quelque chose, parce que c'est nouveau pour eux aussi. Ils ont l'habitude qu'un ingénieur du son vienne faire une prise de son, et c'est normal de prendre le temps pour le son. Pour l'image, c'est quand même tout nouveau pour eux. Donc ils se retrouvent dans un nouveau langage, une nouvelle façon de travailler. Et la vidéo, ça prend du temps, et il faut concilier, comprendre, et petit à petit, là, on a la confiance de l'orchestre, et c'est assez génial de vivre ces moments-là, quoi, en tout cas. Puis toi, tu n'as pas forcément l'habitude de travailler qu'avec des orchestres, tu as fait un petit peu de tout. J'ai vu que tu as fait une peinture interactive, tu as fait du stop motion avec un sushi. J'ai l'impression que tu n'arrêtes pas d'expérimenter. À quel point c'est important pour toi d'expérimenter dans l'audiovisuel? Mais oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que je ne travaille pas seul. Ce qu'il y a, c'est que je suis peut-être, reprendre un petit peu cette terminologie-là, mais peut-être un peu un chef d'orchestre. J'adore m'entourer de personnes talentueuses, et en l'occurrence, par exemple, le sushi de la publicité Miam Miam, en fait, c'est Mathilde, qu'on connaît par l'intermédiaire de festivals, etc., qui est venue, qui a adhéré au projet, et on s'est retrouvé à faire un stop motion. Pour elle, c'était intéressant parce qu'il y avait un échange de post-production chez nous, où en fait, elle était dans le bureau et avait les attentes et les besoins de la post-production. Et donc, en fait, on a tous appris plein de choses, c'était très intéressant. Et effectivement, la volonté de combiner les techniques, c'est quelque chose qui m'anime depuis le début. Donc, quand j'ai commencé, dans mes études, très très vite, on a voulu mélanger 3D, 2D, la 2D qui se prenait pour la 3D, la 3D qui se prenait pour de la 2D. On avait un projet qui était assez audacieux d'ailleurs, qui n'a pas abouti parce qu'il y a eu des petits problèmes de production. Mais on s'est fait remarquer par cette capacité à mélanger les choses. Et je crois qu'aujourd'hui, en mélangeant les techniques, on peut vraiment s'ouvrir plein de portes. Ça peut être vraiment génial. Et puis, j'ai entendu parler d'un petit panda en 3D qui faisait le tour de la Chine pour chercher du bambou. Tout à fait. Il y a une dizaine d'années, est-ce que tu t'en souviens? Alors en fait, oui, ce panda est assez mythique, parce qu'en fait, moi j'étais là, c'était tout au début de ma sortie des études. Ce projet, c'est chez Digital Graphics à Liège. Je crois que j'ai vécu les 8 mois les plus fous. Enfin, les Liégeois sont quand même incroyables, d'ailleurs je les salue tous, parce que c'est des gens qui me manquent beaucoup. Et en fait, on a été, Damien Welch, qui était mon maître de stage à l'époque, a fait appel à moi pour que j'intègre l'équipe. Et je me suis retrouvé à diriger une équipe de 35 personnes, 30 personnes. C'était assez fou, parce qu'en fait, on développait une technologie qui n'existait pas et qui nous a permis
de convertir un dessin animé 2D, on parle de dessin traditionnel, le panda était un dessin à la main, colorisé, passé en compositing et par la suite converti en stéréoscopie, c'est-à-dire qu'il y avait un système qui était développé. Et alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne passait pas par le modèle 3D, on ne passait pas par de la modélisation, on était en pur calcul mathématique, ce qui rendait encore le projet un peu fou quand on regarde aujourd'hui. Et en fait, ça a été un bonheur de pouvoir travailler sur ce type de projet parce que ça nous a donné, enfin en tout cas à moi, avant de commencer vraiment à développer très fort Miam Miam, ça a été un énorme moteur d'adrénaline qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à la fin de ce projet qui était la fin de mon contrat et je me suis retrouvé, waouh, je fais quoi? Et boum, Miam Miam, et c'est parti. Et puis voilà, on a rencontré ça, mais on est foutu quoi. Voilà. Oh, foutu, non, on est parti pour plus encore, il semble. Bah j'espère, je le souhaite. Et la 3D que tu as fait sur ce projet, comment ça fonctionne en quelques mots en fait? Mais en fait, la stéréoscopie qui a été installée, donc on parle bien de la stéréoscopie cinéma, donc ce qui est proposé ici avec le système de cardboard, ce concept des 2 yeux, sans oublier qu'en fait le concept de la stéréoscopie est né le jour où la photographie est née. Okay. Donc il y a un monsieur qui s'est dit tiens, j'ai fait une photo, elle est super, mais si j'en mettais 2 l'un à côté de l'autre, qu'est-ce que ça ferait? Et puis on met une séparation, ce qu'on a dans les cardboards, puis on met des petites optiques, et hop, c'est parti, on a une vision de ce que la personne a perçu à ce moment-là. On a figé un moment spatialisé, c'est ça qui est assez extraordinaire dans le concept de la stéréoscopie. D'ailleurs, il faut bien préciser, parce que la 3D, ça porte beaucoup à confusion, donc la 3D stéréoscopie, et en fait, c'était une conversion, c'est-à-dire que pour vous donner l'idée, pour ceux qui connaissent un peu la technique, le concept du ZDF, la profondeur, plus on est dans la profondeur, plus ça va être foncé ou clair, en fonction de l'ordre dans lequel on est. Et on devait créer ces couches et ce panda devait toucher une plateforme alors qu'elle n'existait pas. Okay. Donc il devait toucher et son dégradé devait changer au fur et à mesure de l'image, etc. Donc pour ceux qui connaissent un peu la technique, je crois que ça leur parle. Et c'était assez inouï de voir un panda dessiné se transformer en un panda animé auquel on croyait. On a vécu ce moment avec lui et on a vu tout ça évoluer, quoi. Ok. Mais du coup, c'était purement du montage d'images mathématiques en fait. Il n'y avait que des maths derrière. D'ailleurs, j'ai des professeurs de physique qui m'avaient contacté en mode « Tiens, et si vous veniez faire une petite conférence dans l'école pour montrer qu'il y a des gens qui utilisent le logarithme et tout ce qui est cosinus, sinus ?» J'ai dit « Oui, mais le problème c'est qu'on n'est pas beaucoup. » Donc, avec plaisir. Mais voilà, donc ça c'est intéressant. Par contre, ça m'a ouvert des portes gigantesques parce que je suis arrivé un jour à un congrès de médecine où ils m'ont demandé de venir faire une conférence sur comment fonctionnait la stéréoscopie dans les films. Okay. Et alors, il y a une petite astuce, c'est que le film était orienté enfant. Okay. Donc, pour les enfants, il faut savoir que les écarts des yeux des enfants ne sont pas les mêmes que les adultes. On parle de presque 1 centimètre de différence, je crois. 55 alors millimètres, un truc comme ça. Oui, il y a quand même une bonne grosse différence. Donc, et nous, une des questions qu'on s'était souvent posées, c'est tiens, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'on ne va pas leur faire mal aux yeux ? Parce que soyons clairs, la stéréoscopie, c'est quand même faire loucher des gens. Okay. Qu'on se le dise. Donc on les fait un petit peu converger ou diverger en fonction de ce qu'on met dans l'image. Et on se posait la question, mais est-ce que ces enfants... Il y a des gens qui vivent mal la stéréoscopie, il y a des gens qui n'aiment pas, à qui ça fait mal. Après, moi j'ai un avis un petit peu trempé sur... je pense que c'est beaucoup de gens qui ont mal fait de la stéréoscopie, qui ont engendré des nuisances, comme on peut l'avoir en son, comme on peut l'avoir dans plein d'autres choses. Et en fait, c'est juste un bon traitement permettrait à tout le monde de vivre une belle expérience. Enfin, c'est en tout cas ce que vous vous forcez à faire. Mais parce que nos yeux fonctionnent en 3D aussi, donc il n'y a pas de magie, quoi. Tout à fait. On voit proprement en 3D au quotidien, on devrait être capable de le reproduire de la même manière, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça devrait fonctionner, mais en fait, une des analyses que nous, on a fait quand on travaillait sur le film, c'était d'aller voir d'autres films et juger un petit peu de ce qui se faisait. Alors, je peux peut-être aborder ça un petit peu maintenant, même si je suis pas sûr que ce soit le bon moment, mais le concept de la stéréoscopie, c'est quand même quelque chose qu'on vous fait voir dans une profondeur qui n'est pas celle de l'écran. En gros, on fait le point sur un espace, on va dire l'écran de cinéma qui est à, on va dire, à 10 mètres. Mon point est fait sur 10 mètres, mais je vais bouger mes yeux dans la parallèle pour voir des images profondes. Et je vais resserrer mes yeux pour voir des images qui sont plus en jaillissement. Okay. Sauf que on fait le point sur un écran qui est à 10 mètres pour regarder une image que notre cerveau perçoit à 20 mètres. Et donc on fait quelque chose qui n'est pas naturel, c'est le seul élément qui n'est vraiment pas naturel, c'est la mise au point. Tout le reste est un mouvement d'œil que l'on fait naturellement. Ce qui est assez génial dans la stéréoscopie, alors après il y a des histoires de goût, hein, mais dans la stéréoscopie, si on laisse toute l'image le plus nette possible,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se balader dans l'image. On peut aller voir un élément, chercher un autre élément, revenir, et on n'aura aucune gêne. Là où on a le plus de problèmes, c'est dans le cinéma où ils ont envie de faire de la mise en image un peu plus traditionnelle, une volonté cinématographique qui est de mettre du flou dans le fond, ce qui est quelque chose de très beau, que je ne dis pas que c'est pas beau, c'est juste qu'en stéréoscopie, ça veut dire qu'on vous propose d'aller regarder quelque chose plus profond dans l'image, mais qui est flou. Et là, on peut avoir ce genre de gêne qui peuvent poser problème, parce qu'en fait, on vous impose en fait de regarder le sujet principal et le reste devient de la sensation. Et donc, c'est toutes des écoles différentes de la stéréoscopie, voir est-ce que j'ai envie d'aller dans le réalisme, est-ce que j'ai envie de proposer quelque chose d'esthétique, et donc j'ai mes intentions, c'est de regarder le personnage et pas le fond. Mais tout ça, évidemment, ce sont des décisions qu'on prend pour un spectateur à qui on donne la possibilité finalement de quand même aller voir quelque part ce que lui désire voir. Donc le choix de mettre du flou est quelque chose de pas facile. C'est un petit peu chacun ses avis au final. Il y a, alors je ne vais pas être moi excessif dans mon propos en disant que je pense qu'il n'y a qu'une seule manière de faire les choses, je pense que ce serait une erreur, mais je pense qu'il y a des méthodes, des volontés qui ne sont pas tout à fait cumulables sur le concept de la stéréoscopie. Je pense qu'il y a des choix qui doivent être orientés parfois, je semble vouloir me faire mal moi-même, mais peut-être un peu sur l'aspect technique primordial, sur certains aspects esthétiques, où on doit quand même respecter des cohérences d'image. Okay. On ne peut pas faire n'importe quoi. Au-delà de ça, ça peut être un choix de réalisation aussi, de vouloir concentrer le focus sur un point Tout à fait. ou pas, justement. Tout à fait. Je pense que dans Avatar, il y a des scènes assez extraordinaires où il y a les dragons, il y a les dragons qui sont... Enfin, c'est des dragons d'ailleurs, je ne sais même plus. Enfin, on peut dire je crois que c'est des sortes de dragons. Des dragons Et c'est vrai que dans cette scène-là, il y a énormément d'action, il y a du flou de mouvement, il y a du flou de perception. Et là, je pense qu'il y a peut-être même du choix de ne pas rendre les gens malades en allant voir quelque chose dans le fond qui va trop vite. Donc peut-être que le flou aide aussi un petit peu à adoucir. Donc je ne vais pas me contredire trop non plus, mais je crois qu'il y a un juste milieu dans l'équilibre entre la réalité. Mais par contre, là, clairement, chez Big Boy System, nous, on prend le contre-pied de ça, clairement, parce qu'on fait que de la stéréoscopie parallèle, quelque part, et il n'y a pas de mise au point. La netteté existe partout dans la profondeur. La stéréoscopie en parallèle, qu'est-ce que c'est un petit peu? Mais donc, ce que Shadis disait tout à l'heure, c'est que donc, quand on a nos deux caméras, parce que il suffit d'avoir deux points de vue pour faire de la 3D, on va y venir tout à l'heure. Si on a un appareil photo et qu'on le déplace 5 cm plus loin, on va pouvoir faire une photo 3D si on fait 2 fois le même cliché, quoi. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas de ce qu'on appelle de convergence chez nous, chez Big Boy System. Les axes des optiques sont parallèles entre eux. Ils ne convergent pas sur un point précis. Ouais. Et il y a beaucoup de systèmes 3D avec des rigs, avec des caméras souvent plus complexes, où on conseille, ou en tout cas on paramètre ce rig avec une certaine angularité pour avoir ce point de convergence quelque part dans la profondeur. Nous, on ne le fait pas chez Big Boy System parce que dans le but d'avoir un outil qui est pratique pour apprendre, pour enseigner, le but c'est de pouvoir montrer ce qui se passe à l'image, de ne pas se concentrer sur ce fait de sélectionner de la profondeur, d'ajouter de la profondeur au caisse, mais de vraiment être centré sur c'est quoi l'expérience essentielle qu'il faut transmettre, c'est l'expérience de cette personne-là à ce moment-là. Quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, bon, tout ça, ça devient vachement technique. C'est vrai, on est